cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors vous l'avez sans doute remarqué, en ce début d'année, tout le monde se souhaite ses vœux et la plupart du temps, on vous souhaite une bonne santé. Mais est-ce pour autant que les gens sont aptes à prendre les bonnes résolutions pour être en bonne santé ? On a tendance à croire que notre santé dépend plus de la chance. Or, nous avons bien plus de responsabilités sur notre santé qu'on ne l'imagine. Mardi encore, Philippe Renaud nous rappelait que le corps et l'esprit sont liés et il évoquait la psychosomatique. Alors c'est vrai que la période actuelle a tendance à développer le stress, l'anxiété et ces deux choses sont néfastes à notre système immunitaire. Alors mieux qu'un vaccin, je vous propose d'écouter Michel Odoul durant ces 2 heures et qui va nous proposer quelques bonnes attitudes à prendre pour emmener notre corps toute l'année 2023 à bon port. Alors si vous avez envie de poser des questions, si vous avez besoin de comprendre les mots de votre corps, eh bien vous pouvez nous rejoindre et pour ça bien sûr vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. C'est vrai, la santé ça fait partie des choses essentielles, élémentaires et on se souhaite une bonne santé, hein, vous êtes bien d'accord. Oui. Peut-être même plus que l'amour. Dans les vœux, hein, j'entends. Oui, je crois que à la fois déjà parce que la santé, elle est d'abord perçue et comprise à travers ce qu'est le corps, et qu'un corps qui est en souffrance va avoir de la difficulté à accueillir, voire à vivre les émotions éventuelles, dont notamment l'amour, et que nous avons besoin d'être dans une enveloppe, dans un véhicule qui soit quelque chose en bon état, pour circuler sur le chemin de la vie, et dans lequel, à ce moment-là, la manière dont le voyage se passe, et donc la présence de l'amour ou non dans notre vie, va pouvoir trouver une place juste. Et donc la santé est vraiment la première des choses que les êtres se souhaitent. Ce qu'il faut par contre maintenant intégrer, on y vient de plus en plus, c'est de comprendre que la santé, ça n'est pas uniquement que le silence du corps ou l'absence de maladie, mais que c'est quelque chose qui est un petit peu plus vaste. Et que lorsqu'on se souhaite une bonne santé, il faut vraiment comprendre, voire transmettre, voire dire même que ce soit une bonne santé à la fois physique, émotionnelle, mentale, psychique. Et là, on revient à ce qu'on disait avec Lucie Vincent mardi, hein, c'est que tout commence peut-être par le corps, mais si le corps va bien, le cerveau va mieux. Oui. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'entend pas tellement. Hein. On l'entend peu parce qu'il y a un effet de résonance. Pourtant, ça fonctionne en nous comme dans un ordinateur avec un écran tactile. Les logiciels de l'ordinateur expriment et montrent les choses sur l'écran, mais on peut aller appuyer sur certaines zones de l'écran pour faire travailler l'ordinateur, etc. Et que donc le corps... Alors effectivement, dans ce qui est le visible et le perceptible, on va pouvoir dire que tout commence par le corps et qu'ensuite ça a une résonance sur l'esprit. Mais il faut savoir que quand on va un petit peu plus loin et qu'on essaye d'aller dans les dimensions un peu plus subtiles, eh bien on va pouvoir constater de façon assez étonnante que tout commence par l'esprit, se traduit et s'exprime par le corps, et que la manière dont c'est vécu et incarné à travers le corps, ça vient nourrir l'esprit pour produire une espèce d'équilibre global. Alors pourquoi, puisqu'on sait que c'est essentiel, pourquoi finalement on n'y prend pas tellement soin, on commence à s'occuper de son corps quand vraiment ça va plus, hein, Pour une raison très simple, c'est... Allez, employons des termes qui soient justes, un peu de paresse, un peu de sentiment de facilité. Nous sommes les enfants d'une culture qui nous a laissé croire que le progrès c'était la facilité, c'est-à-dire que tout puisse être fait à notre place. Sauf que ça, c'est oublier profondément que le principe même de la vie, la tenue droite, l'être humain se tient droit sur ses pieds, eh bien c'est un effort permanent. Pour être droit, pour se tenir droit, pour pouvoir avancer et marcher, nous avons des millions et des millions de fibres musculaires qui travaillent en permanence, et que par conséquent, l'état de vie qu'on va appeler la santé, c'est-à-dire l'équilibre dans un ressenti juste de ce que l'on est, passe par la capacité à comprendre que c'est un travail, que c'est quelque chose qui se cultive chaque jour. Alors vous avez sorti un livre, dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, aux éditions Albin Michel, juste au moment du virus, hein, oui, juste quand le Covid est arrivé. Oui, voilà. Synchronicité il est sorti 3 jours avant le... Oui. Synchronicité tout à fait intéressante. Et donc dans ce livre, hein, vous nous expliquez, vous nous donnez beaucoup d'exercices simples, hein, aussi bien par rapport au sommeil, la nourriture, l'effort aussi. Oui. Et est-ce que vous pensez vraiment que les gens sont capables de le faire, ou est-ce que c'est quand même trop compliqué pour la plupart des gens ? Je ne crois pas que ce soit compliqué. Je crois que la vraie difficulté, elle est dans la capacité à amener une certaine conviction sur la nécessité de la chose à faire.
Et vous savez, quand un enfant est à l'école, ça lui plaît pas d'avoir à étudier et à faire des devoirs et des exercices. Ce n'est que des années plus tard qu'il se rend compte à quoi ça a pu lui servir. Mais dans l'instant où il a une espèce d'injonction qui le conduit à une obligation de faire un certain nombre de choses, alors qu'il préférerait plutôt aller vers le ludique, le facile et ce qui est amusant, eh bien il en est de même avec les êtres humains. Il faut juste trouver les meilleurs mots possibles et imaginables. Et parmi les effets collatéraux, entre guillemets, si on peut dire positifs, de la période de 2 ans qu'on vient de vivre, c'est beaucoup de gens ont repris conscience de l'importance dans leur vie de moments de pause, d'une réadaptation à une notion du temps, moins dans l'urgence, prendre le temps de vivre, de prendre un peu plus de temps de vivre, de réouvrir son champ au respiratoire. Ça peut être étonnant de dire ça, mais il faut savoir que le respiratoire, il est directement en relation sur le plan psycho-émotionnel avec la notion d'espace que l'on a dans notre vie. Quand cet espace est restreint, la respiration se contraint. Quand nous sommes en état de stress, nous nous mettons en état d'apnée. La prise de conscience de cet effet-là, bien sûr, incite à vouloir re-respirer à nouveau. Et que je pense beaucoup de gens ont compris. Mais effectivement, la notion la plus complexe et la plus difficile, surtout dans un premier temps, c'est celle de se dire il faut que je fasse des efforts qui, semble-t-il, ne sont pas vraiment utiles et ne servent pas à grand-chose. J'explique dans le livre que des petites choses au quotidien sont celles qui, sur le temps, vont inscrire quelque chose du solide. On est un peu comme dans la même notion de la personne qui a l'impression que quand elle investit dans une assurance, elle perd son argent. Et que ce n'est que le jour où il y a un incendie qu'on se rend compte que finalement c'était quelque chose d'utile. N'est-ce pas ? Et puis il y a peut-être aussi le changement d'habitude qui est compliqué pour l'être humain. Oui. Quand on a l'habitude par exemple de fumer ou de boire trop. Les habitudes, c'est une prison. Parce que l'habitude a pour effet de rassurer, parce qu'elle ne remet pas en question. Donc elle ne bouleverse pas, donc elle n'oblige pas à bouger. Et donc l'habitude est quelque chose qui tranquillise et rassure. Mais l'habitude, ça se termine avec les charentaises, avec un certain rapport à la vie, et petit à petit, ce que j'appelle une jivarisation de soi, c'est-à-dire une rétractation. Vous savez, les Indiens jivaros, c'était les réducteurs de tête. Et bien petit à petit, on réduit l'amplitude que l'on a à la vie et au vivant. Les habitudes sont une véritable prison. Elles sont une nécessité, parce qu'il nous les faut. Nous avons besoin de repères. Nous avons besoin, à certains moments donnés, de repères qui soient des repères fiables, sur lesquels on puisse s'appuyer. La période nous a rendu un service magnifique, elle nous a enlevé tous les repères que nous pouvions avoir. Qu'est-ce qui aujourd'hui, pour un individu, est perceptible comme étant fiable ? Il n'y a aucune des dimensions de la société telle qu'elle nous est montrée qu'il l'est. Et ça a amené et conduit beaucoup de gens à revenir à une dimension qui était plus proche d'eux. La dimension du village, la dimension de l'environnement proche, la dimension de la famille. Beaucoup de ciments qui étaient en train de se lézarder, de se désagréger un peu, se sont reconstruits parce qu'on s'est rendu compte que la fiabilité qui conduisait à ce repère des habitudes était quelque chose qui était intéressant. Mais il faut faire attention parce que la famille peut être un soutien, mais ça peut être une prison. Et est-ce que vous pensez que justement cette épidémie de ce virus du Covid a fait prendre conscience un peu plus aux gens qu'il fallait faire attention à sa santé, qu'il fallait peut-être ou au fond pas tant que ça? Je pense qu'à un premier niveau, au niveau du cortex et du moi et du conscient, etc., beaucoup de gens effectivement pensent avoir pris conscience qu'il fallait s'occuper d'eux. La question qu'on pourra se poser après, c'est sur les moyens qui vont être utilisés pour s'occuper de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de soi? Mais il y a une grande partie de la population, oui. Vous savez, nous sommes confrontés dans les civilisations occidentales à des phénomènes comme par exemple ce qu'on appelle la grande démission, ou à des phénomènes, ça c'est troublant de voir que tout en étant dans une crise économique, il y a un sous-emploi. C'est-à-dire qu'énormément de gens ont décidé d'arrêter cette espèce de monde où on perdait sa vie à vouloir la gagner, à essayer de sortir de ce schéma-là. Donc une partie de la population a compris et intégré. Ce qu'il faut, c'est élargir le propos, au-delà de ce contre quoi on s'oppose, mais comprendre ce que j'essaye d'expliquer dans les 5 justes, que peut-être il va y avoir aussi à reparamétrer tout le rapport que nous avons à la vie dans le vivant, dans la manière dont on fait des efforts, dont on se repose, dont on se nourrit, dont on se pense, dont on pense le monde, dont on pense les autres. Et nos désirs aussi, puisque vous en parlez. Le juste désir, c'est même le moteur. Vous savez, on entend souvent, j'ai beaucoup entendu dans les années 80, toutes ces philosophies qui disaient que le stress, il y avait du stress positif, qu'il fallait instaurer le stress. C'est une foutaise sans nom. Il faut savoir que le stress, c'est un terme qui vient de l'industrie et qui était un terme qui nommait le moment où une barre de métal se rompait parce qu'elle était soumise à une contrainte qu'elle ne pouvait pas supporter. C'est ça la notion du stress. Il faut différencier le stress de la motivation. Le stress est une contrainte venant de l'extérieur, la motivation est une contrainte venant de l'intérieur. Et le désir est ce qui nourrit la motivation.
Et c'est donc un principe de vie. Exactement, c'est l'envie qui fait qu'on est en vie. Oui. Exactement. Bon, et ben on va parler de tout ça avec vous, bien sûr. Nathalie est avec nous dans un instant, qui a envie justement de parler de certaines douleurs qu'elle a depuis quelques années dans son corps. Et puis si vous aussi, vous avez envie de participer, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Et puis, toute cette semaine, on aura beaucoup travaillé sur le corps. Et aujourd'hui, on essaye de le mettre en bonne santé, ce corps. Bonjour Nathalie. Bonjour, et merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie Nathalie. Bonjour. Alors dites-nous, vous avez des douleurs depuis... Alors j'ai des douleurs depuis une quinzaine d'années. Donc ça a commencé par une discopathie, des douleurs au dos nocturnes. J'arrivais pas le matin, je suis tout ankylosée. Et là, ça fait 15 ans que je suis suivie. J'ai eu pas mal des anti-inflammatoires, de la cortisone, du kiné, des anti-TNF, antidépresseurs. J'ai essayé le CBD. Je marche beaucoup, c'est ce qui me calme le mieux. On m'avait diagnostiqué une spondyarthrite ankylosante. Et vu qu'il n'y a plus rien qui me fait, enfin aucun traitement ne me fait, apparemment... vous voulez dire qu'il n'y a aucun traitement qui vous soulage? Non, aucun traitement ne me soulage. Certains me soulagent un moment. Si la cortisone me soulageait, mais il a fallu que je l'arrête parce que ça fait des dégâts ailleurs. Donc j'ai pris pendant 2 ans et puis maintenant il faut que je l'arrête. Donc là je suis juste sous antidépresseurs pour pouvoir dormir la nuit. Et donc on m'a envoyé à la médecine interne et là ils m'ont dit non, c'est pas la spondyarthrite. Parce que le CRP est négatif et il n'y a aucune radio vraiment claire pour diagnostiquer une spondyarthrite. Donc on est revenu sur le diagnostic. Donc à ce jour, je ne sais plus trop quoi faire. On m'a envoyé vers un centre antidouleur dont j'étais déjà allée. Et là, bon, j'attends le centre antidouleur, ce qu'ils vont me reproposer. Mais bon, pour l'instant, tout le monde est un peu à court d'idées pour me calmer les douleurs. Mais ce diagnostic de spondylarthrite qui avait été posé, la spondylarthrite, elle a des critères précis. Normalement, elle commence au niveau de l'axe lombo-sacré, elle concerne après les iliaques en général, et puis peut remonter le long de la colonne vertébrale. Donc, est-ce que c'était principalement dans ces zones-là que vous aviez les douleurs? Oui. Et la deuxième des critères, qui est un critère référentiel important dans la spondylarthrite, c'est le caractère auto-immune. Est-ce qu'il y a une dégradation des structures osseuses et articulaires? Non. Donc déjà là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas effectivement, et que ça ne m'étonne pas qu'il soit revenu sur cette notion de diagnostic. En revanche, oui, parce que ça ne s'est pas du tout dégénéré. Depuis 15 ans, ça n'a pas évolué, quoi. Voilà. Heureusement pour moi. Il n'y a pas eu de déformation de la colonne, etc. Non. Et d'après ce que vous dites, les douleurs sont beaucoup plus importantes le matin que le soir. La nuit, oui, ça commence vers 3h du matin. Dans la phase nocturne. Alors voilà. après je tourne, je me mets en position fusil, je tourne, je vire. Et quand je me lève, il me faut à peu près 1 heure pour me dérouiller. Et par contre, quand je marche, plus je suis bien. Plus je fais des mouvements, mieux je suis. Parce que je stagne, je suis mal, quoi. Parce que la chaleur et le yang agit. Ça a commencé il y a longtemps? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans dans votre vie? Quel est le vécu de déséquilibre que vous avez eu à ce moment-là? Vous savez pas, ou ça vous... Vous n'avez pas de... Dans votre vie affective, familiale, professionnelle, matérielle aussi? Enfin, quand on dit 15 ans, c'est peut-être il y a 16 ans. Oui. Si vous voulez, le fait que ça s'aggrave pendant la phase nocturne, ça veut dire que ce sont des éléments qui émergent des structures profondes et de l'inconscient. Il y a un vécu, il y a eu une accumulation de vécus traumatiques qui sont liés à la perte du potentiel de l'équilibre. C'est-à-dire que l'être humain, pour pouvoir se positionner correctement dans l'espace, il a besoin d'avoir un appui référentiel solide et confortable.
c'est celui que procurent les deux hanches, les deux appuis latéraux, qui sont les appuis qui déterminent après ce qui se passe au niveau de la colonne. Et la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle le rachis, dans le terme originel en grec, le rachis si vous voulez, c'est-à-dire l'axe central du corps. Et quand il y a une tension et une douleur sur cette dimension-là, ça veut dire qu'on a du mal par rapport à son axe de vie, et donc qu'on est dans une phase sans doute dans laquelle eh bien, la recherche ou le fait de trouver l'équilibre nous est difficile ou douloureux. Et que plus on va être dans quelque chose qui va essayer de répondre par l'anesthésie ou par la coercition, c'est-à-dire par le fait de résoudre les choses en force, plus on va générer de la contrainte en interne qui va chercher à ce moment-là des manières d'évacuer la chose qui soient plus confortables. Donc peut-être avez-vous vécu il y a une quinzaine d'années une situation dans laquelle peut-être est venue en résonance des choses que vous avez vécues à un peu plus jeune dans le temps. Vous aviez quel âge il y a une quinzaine d'années à peu près ? 40 ans. Ouais, ben voilà. Donc je pense qu'effectivement 40-42 ans, c'est un âge clé, oui. Voilà, c'est un âge clé. C'est ce qu'on appelle le deuxième défi uranien. C'est le moment où il y a un véritable tournant dans la vie. C'est pour ça que c'est l'âge des grandes ruptures. Comme si Nathalie, à 40 ans, tout d'un coup, il y a une conscience, peut-être même très inconsciente, autre chose. Mais qui fait que vous ne voulez plus de la vie que vous aviez et que vous n'avez peut-être pas pu mettre en place réellement la vie que vous avez eu envie d'avoir. Enfin, il y a quelque chose peut-être à comprendre comme ça. C'est pour ça que vous n'avez pas d'événement particulier qui vous a marqué. Mais ça serait intéressant d'avancer. La nouvelle vie potentielle, voilà, génère une instabilité et crée un espèce de pseudo-déséquilibre à l'intérieur qui est ce qui trouve en réponse dans le corps de la contracture et de la contraction, ce qui se traduit par ces douleurs que vous avez. Vous voyez ce qu'on veut dire, Nathalie ? Oui, mais bon, comment y remédier, même si je suis consciente de... Déjà, si vous arrivez à mettre du sens sur ce qui s'est passé et où vous en êtes, déjà vous allez avancer. C'est pas miraculeux, il suffit pas de mettre du sens pour guérir. Mais au moins déjà, vous allez avancer. Qu'est-ce qui s'est passé à 42 ans avec votre père ou avec des représentations de votre père ? D'accord. Pardon ? D'accord, ça veut dire que vous allez y réfléchir ou que vous savez et que vous ne voulez pas nous le dire ? C'est ça, oui. Vous ne voulez pas nous le dire ? D'accord. Non, je suis assez... Oui, mais nous, on n'est pas là vous pour... avez la piste. On n'est pas là pour vous faire parler à tout prix. On est là pour... mais déjà, je prends conscience. Bon. C'est important parce que c'est aussi ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui s'est passé, qui est certainement douloureux et que vous n'avez pas envie d'en parler, et on vous le respecte tout à fait, vous l'avez pas suffisamment digéré et votre corps quelque part en paye cher le prix. Voyez ? D'accord. Donc peut-être que ça vaut le coup, parallèlement à continuer évidemment à aller voir le médical, mais peut-être que ça vaut le coup d'aller voir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler, parce que vous savez, les mots qui ne sont pas dits, c'est le corps qui parle. Et ça je le sais, Sur le plan de la réponse mécanique, vous pouvez déjà profondément vous faire aider. Vous allez voir un praticien shiatsu, vous allez dans un spa. Et on n'en a pas, nous. Vous me l'aviez conseillé, mais nous, on n'en a pas. Nous. Mais voilà, mais vous n'avez pas. Mais il faut chercher et trouver. Vous allez même peut-être simplement trouver une esthéticienne qui va être capable de vous faire des massages avec des huiles qui sont des huiles réchauffantes sur le corps. Vous n'imaginez pas la puissance du toucher, de la manière avec laquelle, à travers un massage, pas des massages de force, pas des massages coercitifs, vraiment des massages de détente pure et simple. Allez dans un hammam, par exemple. Faites-vous faire du massage avec des boues, avec des argiles, avec des choses comme ça. Tout un tas de choses qui vont amener de la tendresse, de la douceur, de la chaleur et du toucher au niveau de votre corps. Votre corps, il a mal de la contraction que vous avez mis en place pour vous protéger. Et il a besoin que vous lui renvoyiez un signal qui est que vous vous aimez et que vous l'aimez. Vous savez, Nathalie, on l'entend dans votre témoignage depuis le début, vous subissez, vous résistez, vous subissez, c'est dur, c'est douloureux, mais tout ça parce que quelque part, vous ne voulez pas accepter ou lâcher quelque chose. Donc c'est vraiment important de commencer à ouvrir quelque chose pour que ça ne soit pas cette douleur qui quelque part doit être insupportable. Et franchement... J'espère que vous avez entendu ce qu'on vous a dit et que vous allez prendre en main, si je puis dire, votre vie. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on retrouve notre Sexy News, Julia Palombe.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons Julia Palombe qui nous propose un mois de janvier à sec. Oui, enfin, vous pour allez quelqu'un voir. qui est souvent mouillé, c'est surprenant. Justement, je crois que je vais renverser la vapeur. Non, mais parce qu'on est au mois de janvier. Alors, chaque nouveau mois de janvier, c'est toujours la même chose. C'est le défi Dry January, janvier à sec. Je me suis demandé, oui, mais enfin, janvier à sec. Est-ce que ça veut forcément dire chatte sèche? Pas forcément. Je ne sais pas. Alcool et baise, mythe ou réalité? Il nous rend moins timides, mais a une fâcheuse tendance à réduire nos performances. C'est quoi ce bordel? Alors le docteur Gonzague de Larocque, sexologue et addictologue, fait une sortie remarquée sur le sujet. Je le cite: le fait de s'attendre à ce que la sexualité s'améliore suffit pour qu'elle s'améliore effectivement. Ah ben voilà autre chose maintenant, tiens, le pouvoir de la pensée positive qu'il eût cru. Alors le docteur poursuit néanmoins en ajoutant: cet effet est d'autant plus important que les personnes sont culpabilisées ou mal à l'aise par rapport à leur sexualité. Oui, bah alors bien sûr, clairement, si tu n'es pas bien dans ta chatte ou dans tes coucougnettes, ce n'est pas une bonne idée de commencer à boire. Tu risques forcément d'accumuler les problèmes. Conseil d'alcoolique, enfin d'amis. Car on le sait, les effets aphrodisiaques et désinhibiteurs de l'alcool ne sont valables que lorsque le fameux gin on the rocks ou sex on the beach sont consommés avec modération. Bah oui, si t'en bois 4, c'est plus de la désinhibition, c'est de la désinvolture, hein, chérie. Et puis entre nous, les yeux vitreux, la laine de poney et non pas la queue, et la démarche titubante, ça n'a jamais fait mouiller personne, enfin en tout cas pas moi. Alors voilà, toute la machinerie du vice est en marche, hein, en ce mois de janvier. Si tu bois un tout petit peu, les effets sont clairement positifs sur la libido, un fonctionnement érectile plus avantageux chez l'homme, certains diront même un lâcher-prise plus grand chez la femme. Oui, mais enfin seulement si tu bois un petit verre, sinon évidemment les effets s'inversent et puis c'est la catastrophe. Alors j'ai remarqué ces temps-ci que de nombreux artistes viennent se confesser dans les médias, hein, à ce sujet, enfin comme si c'était une surprise de découvrir que les artistes ont tous été alcooliques. Tous, n'exagérez pas, Julia Palombe. On s'en doutait un petit peu, hein, quand même, les chéris. Hein. Bref, on a aussi Carla Bruni qui déclare: ce n'est pas que je buvais tous les jours, c'est que je me noyais tous les jours. Bah, on comprend mieux son interprétation parfaite, c'est vrai, dans son premier album de la chanson La Noyée, écrite par Serge Gainsbourg. Elle avait du vécu. De même que Jérémy Ferrari, hein, qui a fait le tour des plateaux télé dernièrement pour nous raconter en long, en large et en travers son addiction à l'alcool. Je pouvais boire toute la nuit, le lendemain me lever à 9h et reboire, déclare-t-il à Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous. Mais alors le petit malin, il a trouvé la solution. Tadam, un roulement de tambour, une nouvelle addiction. Ah bah oui, lui il est comme ça. Mais enfin plus saine celle-ci, hein. Le sexe. Non, je déconne, le sport. Mais enfin, ça aurait pu être le sexe. Enfin, il faudrait que sa compagne soit bien accrochée, hein. Ok, dès que tu as envie de boire, je te suce. Si le gars a envie de boire toute la journée, elle va avoir des crampes aux mâchoires. Enfin bref. Est-ce à comprendre qu'un excès ne peut être balayé que par un nouvel excès et que l'être humain qui est excessif a forcément besoin de trouver une activité dans laquelle il va dépenser toute cette énergie en trop, mais enfin, de manière saine cette fois-ci, hein. Jérémy Ferrari lui répond ainsi: il n'y a que dans l'excès que j'arrive à exister. Et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec Carla Bruni, justement, qui chantait dès son premier opus: je suis excessive, j'aime quand ça dérape, quand tout accélère, moi je reste relax. Alors en ce mois de janvier, mes chéris, on fait quoi? Un excès de paix, d'amour et de joie, ça serait pas mal, non? Enfin, ça fait de mal à personne, je veux dire. Puis tu peux aimer le jour, la nuit, dès que l'envie t'en prend. Moi, j'ai choisi mon camp. L'amour, l'amour, l'amour. Régime strict. À la semaine prochaine. Alors, juste pour anecdote, parce que j'ai trouvé ça assez drôle, j'ai un copain qui est un très bon vivant et qui m'a dit: moi, je fais le février sec parce qu'il y a moins de jours dans le mois. Il a raison. Voilà. Bon, cela étant dit, on est aussi dans une société de plus en plus addictive. Et là, c'est pareil, hein, on se nourrit de l'extérieur pour ne pas vivre de l'intérieur. C'est ça, c'est du compensatoire. C'est purement toutes les addictions de toute façon sont des compensations. Et même d'ailleurs la pratique physique et sportive, parce que ça produit un certain nombre de choses. Le corps n'aime pas l'excès de tout, et donc il répond à l'excès par la sécrétion d'endorphines. Et les endorphines naturelles, quand elles se dégradent, sollicitent la sécrétion d'ocytocine et de sérotonine, qui sont les hormones de la récompense. Donc la récompense, on l'obtient par l'effort excessif, etc. Et on devient des drogués d'une autre façon. C'est-à-dire, le process, il est toujours comme ça. Et il est évident que lorsque la compensation vient sur l'excès de quelque chose et un comportement extérieur, ça signifie la vacuité.
Et la difficulté, parce qu'on ne nous apprend pas à remplir le vide, c'est-à-dire à être capable de reprendre conscience de ce que l'on est, parce que nous sommes dans des cultures qui sont des cultures de nivellement, des cultures d'unicité, dans des cultures d'indifférenciation, donc ça devient difficile et compliqué, et les addictions augmentent, et vont augmenter, au point que même dans le fait ludique et dans le jeu et dans le festif, etc., on en est même là à prendre des substances et même à détourner des petites capsules qui sont destinées à faire de la chantilly ou des choses comme ça, parce que comme ça nous donne l'impression de nous amuser. Absolument, absolument. C'est vrai que c'est assez embêtant. Merci Julia Palombe en tout cas, et soyez addict de Julia. Vous pouvez la voir dans son nouveau spectacle Fantaisie, c'est le titre du spectacle. La première aura lieu samedi 28 janvier au théâtre Montparnasse Galabru. Voilà. Oui, au théâtre Montmartre Galabru, je vous attends, et ça va être très imagé, et on va peut-être, en tout cas on prendra que des drogues naturelles, notre joie, notre énergie réunie. Quelle est l'orthographe de Fantaisie ? Fantaisie, c'est international. F-A-N-T-A-S-Y. D'accord, ok. Non. Vous allez rebondir sur Fantaisie en français ? Oui, bien sûr. Un petit peu de fantaisie, même en français, ça me va. Absolument. Dans toutes les langues. Je l'apprends dans toutes les langues, la fantaisie. Merci Julia. Merci beaucoup. Charles, bonjour. Oui, bonjour. 3 questions intimes, et puis ensuite vous pourrez en poser une à Michel Odoul. Première question, est-ce que vous avez besoin de sentiments pour faire l'amour, Charles ? Non. Bon, voilà une réponse bien virile. Non, pas besoin. Alors, il faut de l'attirance, c'est tout. De l'attirance. Et alors justement, deuxième question, qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par une femme ? Physiquement ou à mon avis, oui, puisque vous n'avez pas besoin de sentiments. Physiquement, la poitrine et les fesses. Ah, carrément, il vous faut les deux, vous. Ouais. D'accord. Je suis plus pointilleux sur la poitrine que sur les fesses. Donc, pointilleux, c'est-à-dire un minimum. Il faut qu'elle ait un minimum de seins, c'est ça ? Ouais. Bon. Eh ben, écoutez... ça m'a frustré pendant des années, parce que... Vous aviez choisi... Avec qui je suis resté longtemps, on n'en avait pas. Et donc maintenant, c'est vous voulez rattraper le temps perdu. Bon, voilà. Il fallait pas la choisir, si elle vous convenait pas. J'avais des scrupules. Je me suis dit, je peux pas lui dire non juste à cause de ça. Donc du coup, j'ai essayé quand même. D'accord. Bon, très bien. Et alors, est-ce que vous êtes adepte de la pornographie ? Non. Du tout. En plus, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. C'est pas un truc. Ça m'excite pas plus que ça. C'est trop artificiel en fait. D'accord. Bon, vous pouvez poser une question à Michel Odoul. Il vous écoute. Allez-y. Alors rien à voir avec le sexe, mais comme on parlait des douleurs et tout ça, en fait, moi, je fais beaucoup de migraines et j'aimerais savoir s'il y a un aliment ou quelque chose que je peux consommer qui atténuerait beaucoup la fréquence des crises, en fait. Alors après, c'est difficile de répondre comme ça sur une simple question radiophonique, parce que la migraine peut avoir des origines diverses et variées. Ce sont des migraines qui apparaissent toujours avec une certaine régularité, dans des moments précis ou pas ? Non, mais en fait, ça peut arriver n'importe quand, mais ça peut démarrer pendant que je dors, en fait. Et je me réveille avec la migraine... Et là, c'est horrible, puisque la crise est déjà bien implantée, quoi. Oui, ça vous prend la tête en forme de casque, un peu ? Ah oui, c'est... je saurais pas comment dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est tellement insupportable que... je serais capable de me jeter contre un mur, histoire que ça s'arrête, quoi. C'est ça. Et si vous vous fermez dans une pièce tranquille, dans le noir, ça va mieux ? Ouais. Donc c'est assez typique de ce qu'on appelle des migraines vésiculaires. Les migraines vésiculaires, elles répondent à une question fondamentale qui est autour de la conscience qu'on a de soi, et que manifestement il y a quelque chose qui a besoin de se construire. Il y a une insécurité qui peut exister sur son image. Il y a un besoin sans doute de démontrer ou de prouver. Il y a un besoin de se rassurer, de se sécuriser. Et à certains moments, pendant la phase nocturne, quand il y a du travail qui se fait au niveau inconscient,
Ça peut générer des vasodilatations au niveau des capillaires cérébraux. La deuxième des choses que ça peut produire comme effet, c'est des compressions au niveau cervical. Donc, première réponse qu'il peut y avoir, c'est d'aller voir un ostéopathe ou un praticien qui connaît le travail au niveau vertébral pour aller vérifier au niveau cervical si vous n'avez pas cette compression au niveau de la première vertèbre cervicale. Si, c'est sûr, j'ai sans arrêt mal à la nuque. Et ben voilà, donc je pense que c'est là qu'il y aura la piste. Donc vous allez voir un praticien shiatsu ou un ostéo, vous vous faites faire déjà un travail qui va libérer la structure dorsale. Deuxièmement, la personne, si elle connaît les éléments énergétiques, elle va aller travailler sur les méridiens, et notamment le méridien de la vésicule biliaire. Elle va vous amener sans doute du sens et des explications sur ce qui se passe. Et la troisième des choses par rapport à l'alimentaire dont vous parliez tout à l'heure, plutôt que des choses qu'il faut consommer pour que vous ne les ayez plus, je pense qu'il y a dans un premier temps des choses qui ont besoin d'être supprimées, et notamment les sucres rapides dans votre alimentation. J'en consomme pas du tout. Vous en consommez pas du tout? Non, ça peut, même pas dans le café. Bon. Non, mais si y en a, c'est naturel, quoi. Mais ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc, allez voir à ce moment-là, sur le plan alimentaire, il n'y a rien d'autre de particulier. Vous êtes quelqu'un qui fait un peu d'hypertension ou pas? Non, pas que je sache. Non. Ok. Donc, je pense qu'il n'y a pas spécialement de choses à vous conseiller sur le plan alimentaire par rapport à ça, parce qu'effectivement, le grand poison qui peut avoir ces manifestations-là, ou au niveau migraine ou au niveau de douleurs articulaires, ce sont effectivement les sucres. Voilà. D'accord. Merci Charles, merci en tout cas. Merci à vous, vous m'avez bien éclairé. Je ne savais pas que le psychologique pouvait déclencher des migraines. Je pensais que c'était totalement physiologique. Il y a deux questions à vous poser, très simples, c'est qui suis-je et quelle est ma place? Ce sont les deux questions qui répondent à cette énergie. Voilà, donc soyez vous, et puis prenez votre place, et les migraines seront moins fortes. C'est difficile, hein? C'est difficile, oui. Mais c'est insupportable, les migraines, donc peut-être que c'est mieux de faire ce qui est difficile. En tout cas, ça vous prend la tête. Ouais, c'est ça, ouais, c'est sûr, c'est le cas de le dire. Merci Charles, merci beaucoup. On va faire une petite pause et puis on retrouve Sabrina dans un instant. Sudradio.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Michel Audoul à vous aider à écouter votre corps puisqu'il vous parle avec ses mots à lui, bien sûr. Et si vous avez envie de réponses, si vous avez envie d'éclairage, vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300. Bonjour Sabrina. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Michel Audoul. Bonjour. Alors je suis ravie d'être à vos côtés et je vous souhaite une très belle année, à vous ainsi qu'à vos auditeurs. Merci. Eh bien, à vous aussi, ma foi. Merci beaucoup. Et on va bien commencer l'année pour vous, Sabrina, puisque Michel Audoul va vous écouter. Merci. Alors, moi, Brigitte, le souci que je rencontre, c'est que je me déplace rarement. Je pars rarement en vacances, car j'ai la chance d'habiter dans une ville où il fait très beau et il y a de quoi faire au niveau des visites. Et dès que je vais en visite chez de la famille pour un mariage ou pour passer quelques jours et profiter un peu de ma famille, je reviens de mes vacances, mais malade, je tombe malade. Ouais. Donc là, dernièrement, j'ai eu le Covid en revenant. Et la dernière fois que j'avais été aussi en vacances, je suis tombée comme si j'avais une grippe. Impossible de me lever le lendemain. J'étais coincée dans mon lit. Et du coup, par rapport à ces deux maladies, j'évite de partir. Ça me laisse moins envie de partir, de savoir qu'à chaque fois que je reviens, je tombe malade. Et je suis réticente à partir. Oui, mais dans cette histoire, c'est quoi? C'est la poule ou l'œuf? Parce que vous n'avez pas envie de partir, vous l'avez dit, hein, vous avez commencé votre témoignage en disant que vous étiez dans un endroit magnifique et vous n'avez pas envie de partir. Donc quand vous partez, vous êtes forcément un peu contrarié et donc peut-être un peu stressé et votre système immunitaire un peu affaibli, par exemple. Enfin, c'est une interprétation. Hein. Non, mais... Oui, c'est vrai que j'y vais, mais bon, j'y vais, je suis contente d'y aller, mais c'est pas, ça me met pas en joie totale. Je veux dire, on a bien compris, oui. C'est comme si j'étais un peu, pas obligée, mais oui, je saisis un peu votre... Vous savez, il y a une chose qu'on a constatée, c'est que énormément de personnes tombent malades ou se blessent la première semaine de vacances. Parce que
Tout le reste du temps, on se tient, on se maintient, on se contraint, on fait, on répond à quelque chose, on entretient une posture, on est dans un contexte, on a des habitudes, on a des références, etc., etc. Et quand on est dans la phase qui est la phase dite des vacances ou du changement de lieu, etc., on se détend et on se relâche. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui a été emmagasiné, un peu comme quand on relâche le joint de la cocotte minute, qui fait que toute la pression qui était montée, elle ressort. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, effectivement, comme le disait Brigitte, vous avez déjà exprimé vous-même qu'il y a une difficulté pour vous à partir ailleurs que là où vous êtes. Ça, après, on pourrait en parler et réfléchir sur la raison de cela. Toujours est-il qu'effectivement, le fait de devoir partir peut générer une légère tension à l'intérieur de vous, qui fait que celle-ci, quand vous revenez dans vos repères et que vous vous détendez, que vous vous rassurez, fait qu'à ce moment-là, vous ouvrez la porte à une pathologie. Mais il faut savoir en plus une troisième chose, c'est que les pathologies du style grippe ou de tout ce qui est en lien avec le virus et le viral sont des pathologies de nettoyage. C'est-à-dire des pathologies pour lesquelles, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, la grippe arrive avant l'hiver. L'hiver est une période où nous allons sédimenter des choses au plus profond de nous-mêmes. Et pour éviter de sédimenter des toxines ou des toxines, eh bien, si nous en avons besoin, la manifestation de la grippe nous permet de les éliminer. Parce qu'elle se traduit par les mêmes effets que quand on fait un effort physique et que donc on élimine des toxines. Quand on a de la grippe, il y a une élévation de température, on ressent des courbatures, on transpire et on est fatigué. Eh bien, quand on fait un effort physique, on a une élévation de température, on transpire beaucoup, on a des courbatures et on est fatigué. C'est-à-dire que ce sont des pathologies de nettoyage qui sont sans doute non confortables, mais qui sont simplement la signature, peut-être, que vous avez besoin d'évacuer quelque chose qui, en dehors du caractère paradisiaque et idyllique de l'endroit où vous êtes, qui est sans doute un endroit qui vous permet d'oublier peut-être quelque chose d'autre, eh bien vous permettre de nettoyer. Alors peut-être que c'est un cadeau que vous vous faites en attrapant la grippe de cette façon-là. D'accord. Mais du coup, ça voudrait dire, M. Michel Audieu, il faudrait que je sache pourquoi ça me rend malade, en fait. C'est ça, non, pas du tout. Non, même pas. Mais soyez heureuse. D'accord. Soyez heureuse de quitter la région où vous vous êtes réfugiée. Qu'est-ce que vous avez fui en allant là? Qu'est-ce que j'ai fui? J'ai fui... Qu'est-ce que j'ai fui? Quelle illusion de changer les racines que vous avez. Oui, en quelque sorte, l'endroit où vous êtes et où vous vous sentez si bien, vous avez le sentiment que c'est un endroit où vous êtes protégé. Mais de quoi vous vous protégez? C'est vrai que je m'y sens bien, je me sens protégée. Mais oui, mais pourquoi vous avez besoin de vous sentir protégé? Vous voyez, qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce qui pourrait... Parce que c'était pas le cas avant, là où vous étiez avant? Non, j'étais pas protégée. En fait, quand j'ai quitté ma famille parce que je subissais des violences physiques et je suis partie. J'avais 18 ans là. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai 48. Vous voyez, donc j'arrive pas à faire le lien du départ. Mais c'est peut-être ça que j'ai fui. J'ai fui cette violence qui date, mais au jour d'aujourd'hui, vous pensez que j'ai pas travaillé ça encore? Mais si, on prétendrait, bien sûr que si, que vous l'avez travaillé puisque vous êtes capable de l'exprimer assez clairement. Mais ça veut dire que vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous pour pouvoir affronter cette famille qui a été violente sans revenir avec le Covid ou la grippe, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il faut que vous preniez... Il y a une appréhension quand vous retournez là-bas en vous disant ça va recommencer. Même si c'est pas quelque chose de consciemment analysé, si vous voulez, mais il y a parce qu'effectivement j'ai eu cette séquence des fois j'ai vu des films, j'ai eu des flashs effectivement quoi. Et donc c'est simplement ça que vous essayez d'évacuer. Donc ne vivez pas le fait d'avoir la grippe ou etc. de façon malsaine. En revanche, vous pouvez vous éviter de l'avoir en partant l'esprit tranquille et serein, parce qu'aujourd'hui, parce que justement vous en avez conscience, comme disait Brigitte, d'être capable de ne plus rentrer dans ce piège-là. Oui, je comprends. Mais vous savez, maintenant que vous me le dites, moi, vous savez, je suis aussi, malheureusement, je suis pas malheureusement, mais bon, je suis un peu responsable d'avoir choisi un conjoint comme ça. Je suis actuellement victime de violences conjugales, donc j'ai dû fuir le domicile conjugal et j'ai vécu un peu, entre guillemets, j'ai pris la fuite dans la même ville et j'ai encore ce ressenti de peur. Et je suis limite en train de reproduire, vous savez, et de quitter encore cette ville pour partir dans un autre département. Ben oui, Sabrina, mais c'est
la fuite n'est pas toujours la meilleure solution. C'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vous affirmer, vous positionner de manière à ce que on ne soit plus violent avec vous. Surtout que si vous êtes confronté à ce style de violence, celui des deux qui doit s'en aller, c'est pas vous. Hein. Oui, je sais, je sais, Bon. Bon, je suis suivie, donc je suis accompagnée. Je suis dans cette démarche de comprendre le processus que je suis en train de... Alors ça, c'est bien sur le plan personnel, mais sur le plan sociétal aujourd'hui, une femme qui subit de la violence conjugale, elle a quand même tous les droits. Donc voyez aussi comment vous pouvez vous défendre. Voilà. Mais surtout intégrer que ces grippes et ces trucs, c'est une bonne chose pour vous. Bien sûr, oui, ça y est, j'en suis consciente maintenant. Oui, j'ai fait un grand pas. Mais vous avancez, hein, Sabrina, il n'y a pas de doute. Et puis, encore une fois, la grippe, c'est pas grave. Hein, ça fait partie des choses qui nous permettent justement de nous reposer. Oui, puis perdez pas d'où quand même le courage qu'est le vôtre, parce que vous faites face. Mais même des années après, s'il y a une tension, quand vous devez retourner dans le champ familial, vous y retournez. D'accord, donc, plus sereinement, quoi. Vous êtes droite, voilà. D'accord. Hein D'accord. Merci. Mais non, merci à vous, Sabrina. Merci de nous avoir appelés. Oui, je crois qu'encore une fois, on est tous confrontés tous les jours au virus, à des tas de choses. Et puis, quand on attrape quelque chose, c'est souvent parce que justement, on a ouvert la porte parce que ça correspondait, ça répondait à quelque chose. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est dans le stress, parce que c'est pas grave. Hein. Voilà. Il y a un besoin qui est un besoin fondamental et le corps qui nous fait souffrir, il est souvent vécu comme un ennemi, alors qu'en fait c'est un allié. Mais il faut comprendre ça un petit peu dans la même idée. Tu parlais tout à l'heure du sport. Quand je fais du sport pour aller mieux, pour être en pleine forme, ça me génère des courbatures. La douleur des courbatures n'est pas du mal qui me veut du mal. C'est juste la signature que j'évacue au contraire des toxiques qui étaient en moi. Oui, bien sûr. Et puis parfois, on se fait un peu mal, on glisse, on se tord la cheville. Et ça veut dire aussi peut-être quelque chose. Et puis, à minima qu'il fallait s'arrêter. Exactement. Voilà. Donc il faut aussi accueillir ce que nous dit notre corps avec un peu plus d'accueil et d'humilité. C'est pas notre ennemi en d'autres termes, hein, je crois. Voilà. Et c'est peut-être ça que on entend un peu trop souvent. Mais il est vécu comme tel parce que on le méprise quelque part parce que tant qu'il marche bien et etc. On y va et on le fait avancer. On comprend pas qu'il fonctionne pas. Et donc lorsqu'il fonctionne pas et qu'il nous fait mal, là ça devient quelque chose d'inacceptable pour nous. Alors qu'en fait c'est uniquement comme un petit enfant à qui on interdit de parler quand on lui libère la parole ou quand il a l'impression qu'on s'occupe pas de lui, il va faire des bêtises. Mais s'il fait des bêtises, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est uniquement pour attirer l'attention. On va continuer en tout cas durant cette deuxième heure avec Michel Odoul à essayer de mieux comprendre qu'est-ce que signifient justement nos symptômes, hein, que ce soit en effet un simple rhume ou en effet une maladie beaucoup plus importante. Souvent d'ailleurs, hein, ça commence par des petits mots. Et puis, on continue, on les entend pas, ou en tout cas, on veut pas les écouter. Et puis, il peut y avoir une gradation, oui. Voilà, c'est en ça que c'est intéressant de le moindre petit. Je dis pas encore une fois qu'il faut se questionner au moindre petite chose, mais il faut être vigilant et accuser réception quand il y a un message qui arrive. Exactement. Donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous désirez poser des questions à Michel Odoul ou si vous voulez témoigner justement. Tiens, si vous avez écouté votre corps et que vous avez compris quelque chose et que ça vous a permis d'avancer. Si vous êtes dans l'addiction aussi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Julia Palombe et que vous voulez mieux comprendre pourquoi, peut-être qu'aussi telle addiction plutôt que telle autre, tout ça a du sens évidemment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis bien sûr, comme tous les jours, la petite devinette. Quelle est la phrase sexuelle célèbre de César? Vous avez le temps des infos pour essayer de trouver la réponse, Michel Odoul. César l'empereur. Oui, bien sûr, César l'empereur. Allez, on fait une petite pause pour les infos et on se retrouve tout de suite après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Michel Odoul que nous démarrons 2023, où vous aidant à prendre soin de votre corps, de votre santé. Et bien sûr, si vous avez envie de conseils, d'éclairage, vous nous appelez au 0826 300 300. C'est ce qu'a fait Stéphanie, à qui on donne la parole dans un instant. Mais d'abord, je voudrais la réponse à cette devinette. Quelle est la phrase sexuelle célèbre de César ? Aucune idée. Comme dirait l'autre, en janvier, je suis sec. Bon, c'est évidemment un jeu de mots. Hein. César a dit « j'ai la Gaule et je pousse jusqu'au Rhin ».
Ah oui. évidemment. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Merci de me prendre en ligne et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci, vous aussi, nous Stéphanie. aussi, oui. Alors moi je voulais témoigner confirmer tout ce que vous dites parce que ça fait en fait 4 ans où parce que j'avais des problèmes de poids, j'étais en obésité et pour résoudre ce problème d'obésité, j'ai décidé pas de faire des régimes mais de prendre en fait ma santé en main et de manger sainement pour être en bonne santé. Et en faisant ça, ça a enlevé toutes les contraintes de ce qui peut avoir des régimes. Et parce que j'étais aussi addict au sucre, donc j'ai réussi à soigner cette addiction au sucre et j'ai enlevé toutes les douleurs de mon corps et j'ai réussi à perdre beaucoup de poids. Ben bravo Stéphanie. Voilà. Ça me fait plaisir parce que ça montre bien que on peut on peut changer les choses et aller mieux. Et que la première chose essentielle, majeure, fondamentale, c'est de le décider. C'est ça, tout à fait. Donc depuis, j'ai plus de parce que j'avais des problèmes d'articulation, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et depuis, j'ai décidé comme vous dites, décider de prendre soin de soi, donc mieux dormir, bouger, mieux se nourrir avec des choses saines et faites maison. Et tout va mieux, que ce soit émotionnellement, tout s'arrange. Puis après, ça devient un cercle vertueux. Hein. Voilà. Oui, quand les bonnes habitudes sont prises, eh bien, c'est une vie. Et même quand il y a un écart, on sent que l'écart est pas bon, on se sent pas bien, fatigué. Et c'est pas grave de faire un petit écart de temps en temps. Voilà, c'est ça. Après, ça fait du bien d'avoir des écarts, mais on sent tout de suite que le corps, il est fatigué ou il réagit pas bien. Donc, on revient vite, justement, à ces bonnes habitudes parce qu'on se sent tellement mieux que les excès, on en fait un, mais on n'en fait pas. Oui, voilà. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous dites. La première, c'est qu'effectivement, par exemple, en diététique énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, le propre même de la diététique, c'est absolument pas des régimes et des éléments restrictifs. C'est d'intégrer que la première des choses, c'est la régularité au quotidien et dans le reste de l'année, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle des repas de fête, c'est-à-dire des moments où on a le droit de s'autoriser toutes les entorses, quelles qu'elles soient, sans que ça ait de conséquences et de problèmes. Et que c'est les habitudes qui sont les habitudes qui finissent par nous ancrer et nous enfermer dans une mauvaise nutrition. La deuxième des choses qui est importante, c'est parce que vous avez pris conscience de ce qu'il était, de comment la nourriture pouvait être une facilité puis devenir une addiction, vous avez pris la décision de reprendre ça en main et que la conséquence, eh bien, elle est au-delà et bien loin de ce qu'on pourrait penser comme étant du magique ou du merveilleux, mais c'est tout simplement que si je mange de façon plus équilibrée, quantitativement moins, etc., quitte à se faire aider pour ça, mon corps va effectivement diminuer en poids, je vais moins solliciter mes articulations, je vais donc moins avoir mal dans ces zones articulaires. Si j'ai moins mal, je vais moins avoir besoin de chercher des compensations, etc. La deuxième des choses, c'est que parce que mon corps va s'alléger, je vais mieux respirer. Parce que mon corps va s'alléger, tous les flux vitaux, que ce soit le sang, la lymphe, etc., vont mieux circuler. C'est-à-dire que l'intégralité des métabolismes du corps vont être facilités. Or, quand la vie circule facilement dans nos corps, eh bien, nous le ressentons dans notre esprit et dans notre psychisme. Et à ce moment-là, le sang, qui est le véhicule de la vie physique, eh bien, il rentre en résonance avec les émotions, qui sont les véhicules de la vie psychique, et elles aussi circulent plus librement. Et donc, nous avons un rapport à nous-mêmes. Nous avons un rapport à la vie. Nous avons même une satisfaction quand nous nous voyons dans la glace le matin dans la salle de bain, à être quelqu'un qui se respecte au plus profond et qui montre par là combien quand on respecte la vie et qu'on l'aime, eh bien celle-ci nous renvoie la même chose. Et j'ai appris aussi en me regardant, vous parliez de miroir, j'ai appris à me regarder et à m'aimer parce qu'en fait je m'aimais pas et en premier j'ai appris à m'aimer et à me dire à moi-même, la première personne qu'il n'y avait que moi qui pouvait remplir ce manque d'amour qui me manquait. Bien sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, on voit souvent derrière l'obésité un mal-être, mais un mal-aimé aussi. Hein, oui. Évidemment. Et puis, je crois que vous vouliez aussi évoquer votre poignet, oui, hein, c'est ça? J'ai en fait une douleur, j'ai une tendinite. En fait, je me suis fait une douleur. Je pense que c'est au sport depuis cet été. Donc, j'ai une tendinite sur le côté extérieur droit. Et un kyste synovial, donc c'est le poignet gauche. Donc
j'essaye de comprendre en fait le sens que mon corps essaye de me dire. Vous dites extérieur, c'est-à-dire côté du pouce ou côté du petit doigt? Côté petit doigt. Oui, donc ça, enfin, parce que dans le langage anatomique, ce côté-là, Oui. c'est le côté interne. C'est pour ça que je pose la question. Mais voilà. Mais effectivement, cet axe-là, c'est un axe très très précis, hein, et c'est un axe qui vient en résonance avec ce que vous venez de dire. C'est le petit doigt, c'est le doigt de la main dans lequel passent et se terminent ou démarrent 2 méridiens d'acupuncture fondamentaux qui sont le cœur et l'intestin grêle. Le cœur et l'intestin grêle, donc le cœur, faut-il décrire à quoi ça sert et comment ça répond à ce que nous évoquions, c'est-à-dire évidemment bien sûr l'amour dans son sens le plus large, et l'amour et l'intelligence et l'accueil de la vie en soi. Et l'intestin grêle, c'est un axe fondamental, objectivité, subjectivité. Ça vous est arrivé pendant une pratique physique cet été, etc. Peut-être qu'il y a là quelque chose qui est venu vous dire que aimer et respecter son corps n'est peut-être pas non plus le solliciter trop vite, trop fort ou trop loin. Trop fort. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et qu'il y a peut-être eu dans cette manière de faire, parce que souvent on rentre dans une espèce d'inflation et d'inflammation quand on voit que quelque chose va bien et qu'on se sent mieux d'une certaine manière, on veut en faire un petit peu plus pour être encore un petit peu mieux. Tout à fait, voilà. C'est exactement ça. Et comme c'était en plus du côté gauche, eh bien ça parle bien sûr. Le côté gauche, c'est le masculin qui peut être le masculin extérieur, comme ça peut être le masculin intérieur. Alors, étiez-vous dans une phase de désir de conquête ? Non, mais j'ai toujours en fait essayé de contrôler, que ce soit avec mon mari, mes enfants, même mon travail. Il faut toujours que j'essaye que l'autorité, ça soit vous. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu mon problème, quoi. Un problème, oui, parce que c'est excessif, donc j'essaye de... De toute façon, votre douleur à cet endroit-là fait que vous pouvez serrer moins fort, vous êtes obligé de lâcher un peu. C'est ça, tout à fait. Donc j'apprends à lâcher prise. Et ben voilà. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Merci, ça confirme ce que j'avais vu en lisant votre livre. Et il faut pas aller d'un excès vers l'autre, c'est-à-dire comprendre qu'il faut lâcher un peu, ça signifie pas qu'il faille abdiquer totalement, c'est-à-dire que n'oubliez pas que vous avez su prendre les choses en main, si j'ose dire, mais que maintenant ça va, vous pouvez vous relâcher un peu. Voilà, donc j'ai relâché, je fais un peu moins de sport pour essayer, voilà, j'ai réduit les intensités, les quantités de la quantité. Alors sur le plan mécanique, quand même, éventuellement, très souvent avec ce style de douleur qui peut se traduire après par une tendinite, vous parlez d'un kyste synovial ou qui est peut-être un kyste tendineux d'ailleurs, je ne sais pas, faudrait vous j'ai eu une radio et c'est un kyste synovial qui est placé juste en fait au-dessus du poignet à l'articulation. D'accord. Donc allez voir un ostéo à nouveau ou un praticien shiatsu. Il y a certainement la dernière vertèbre cervicale, la 7e, ou la première vertèbre dorsale qui sont subluxées, qui ont besoin d'être mises en place. Parce que ce qui se passe au niveau de la main dans ces terminaisons-là, c'est beaucoup articulé autour de ça, autour de l'espace qui est entre la 7e cervicale et la première dorsale. Ça conduit les terminaisons nerveuses jusqu'au bout du petit doigt, donc faites remettre ça en place. Et sur le local, la zone qui vous fait mal, appliquez des emplâtres d'argile verte que vous laissez une demi-heure humidifier. C'est quelque chose qui va calmer l'inflammation et qui va permettre la résorption du kyste. C'est très bien, c'est ce que ça confirme, parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis quelques mois, donc comme ça confirme. Mais vous avez plus besoin de nous alors. Elle lit vos livres. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bravo. Et j'écoute aussi beaucoup Brigitte, votre émission, et grâce à vous aussi, je voulais vous dire que comme j'avais des problèmes avec mon corps, j'avais des problèmes aussi de relations sexuelles avec mon mari. Donc tout ça est en train de s'améliorer parce que comme j'apprends à m'aimer, on apprend à en parler. Et tout ça, c'est grâce à vous. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est grâce à vous, Stéphanie, parce que vous écoutez, mais vous entendez. Vous lisez, mais vous comprenez. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on est capable, parce que comme je le dis souvent, si on n'a pas envie d'entendre, on n'entend pas. Il n'y a de personne que celui qui ne veut pas entendre. Donc vous êtes apte à avancer. Bravo. Et merci. Et merci beaucoup pour votre émission. Merci Stéphanie. Allez, on fait une petite pause et c'est Nathalie qu'on retrouve dans un instant. Et toujours, si vous avez envie d'évoquer avec Michel Odoul un mot du corps, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Michel Odoul, nous vous souhaitons une bonne santé. C'est également tous les vœux qu'on se donne toujours
en cette année, en ce début d'année 2023. Et bien Nathalie, en tout cas, qui est avec nous, vous avez fait ce qu'il fallait pour être en meilleure santé. Hein. Vous en avez même fait un livre, j'en profite pour le citer d'ailleurs, si ça intéresse certaines personnes. Ça s'appelle Le jour où j'ai décidé de guérir. C'est aux des éditions Bold, et donc vous en êtes l'auteur. Et dans ce livre, vous racontez comment vous avez réussi à vaincre cette spondylarthrite ankylosante. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Alors racontez-nous, oui, qu'est-ce qui vous est arrivé et comment vous avez fait pour en sortir? Oui, alors j'en profite aussi pour dire bonjour à Michel Odoul, parce que je suis heureuse. Bonjour. Je vous ai évidemment cité dans mon livre lorsque je parle de décodage biologique. Donc, merci. Alors en fait, c'est normal. En fait, voilà, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à avoir mal partout, dans la colonne vertébrale principalement, dans les dorsales au début. Oui. Et donc je ne savais pas du tout ce qui se passait chez moi. Et j'ai fait une radio où on m'a découvert donc de l'arthrite et notamment des syndesmophytes aussi. Donc ce sont en fait des ponts osseux qui se créent sur les vertèbres. Et donc on m'a dit mais vous êtes très jeune, puisque j'avais 35 ans lorsque ça m'est arrivé. Et c'est absolument pas normal. Et le radiologue m'a dit mais je croyais qu'il y avait erreur sur votre âge. Et puis en fait j'ai attendu ma deuxième fille. Et là, les symptômes se sont aggravés de façon très importante. J'ai commencé à avoir des douleurs partout, même dans les os du crâne, dans les doigts, dans les coudes, dans les épaules, dans les bassins, dans les genoux, un peu partout. Et donc, mon médecin, qui avait l'habitude avec moi, il ne me voyait pas souvent, en fait, et en général, c'était en passage éclair. Dès qu'il m'arrivait quelque chose, je n'écoutais jamais mon corps. Et donc, il me remettait sur pied rapidement et je recommençais à travailler. Et là, quand il m'a vu arriver, il m'a dit « Je crois qu'il se passe quelque chose de très important pour toi et je crois savoir quoi ». Donc, il m'a fait faire une prise de sang et on a détecté le gène HLA-B27, qui est un gène important dans la spondylarthrite ankylosante, mais qui ne s'exprime pas toujours pour les personnes qui ont la spondylarthrite ankylosante, pas forcément. Mais chez moi, il était présent. Et donc, eh bien, pendant toute ma grossesse, on n'a rien pu faire. Par contre, allô ? Oui, on vous écoute. Pendant la grossesse, évidemment, pour ne pas nuire au fœtus, j'imagine, c'est pour ça qu'on n'a rien pu faire. Oui, mais enfin, ce qui est étonnant quand même, c'est que justement, il y a un fort soupçon derrière la spondylarthrite ankylosante de pathologie auto-immune. Or, ce qui est très troublant dans le témoignage de Nathalie, c'est que normalement, quand il y a une pathologie auto-immune, pendant la phase de la grossesse, la plupart du temps, il y a une rémission, parce que le système immunitaire se reparamètre pour ne pas risquer d'agresser le fœtus. Et donc, il y a un certain niveau de réaction de ce système immunitaire, et donc notamment dans ce qui concerne la destruction des propres cellules du corps de la personne, qui se met en sommeil, oui. Qui se met un petit peu hors service, etc. Donc c'est assez étonnant que les douleurs aient continué. La deuxième chose qui est étonnante, effectivement, dans ce témoignage sur une spondylarthrite, puisqu'apparemment c'est le diagnostic qui a été posé, c'est effectivement les zones corporelles qui sont évoquées. Parce que la spondylarthrite, elle va rarement dans les mains et dans les bras, elle démarre rarement au niveau des épaules. Donc voilà, après il faudra peut-être évoquer le pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Oui, elle a démarré dans la colonne vertébrale en me réveillant la nuit. Mais alors donc vous avez à un moment donné, donc vous avez mis au monde votre deuxième enfant, si j'ai bien compris, et ensuite vous vous êtes pris en main. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir un professeur sur Paris qui a confirmé le diagnostic de mon médecin et qui m'a mise tout de suite sous anti-TNF-alpha. Donc les anti-TNF-alpha, ce sont des... On va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails de votre maladie, parce que sinon on est dans un cas trop particulier pour ceux qui nous écoutent. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour arriver, vous, à guérir, puisque c'est le principe de votre livre, le jour où j'ai décidé de guérir. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de guérir ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les immunosuppresseurs, après même avoir été changés plusieurs fois, ne fonctionnaient toujours pas. Et moi, j'avais vraiment le sentiment, chaque fois que je m'injectais ce produit, que j'allais de plus en plus mal.
Et donc j'ai été hospitalisée, mise sous morphine, puisque de toute façon je passais 10 à 15 jours sous morphine par mois. Donc j'étais totalement grabataire et de plus en plus mal. Je pouvais même pas m'occuper de mes enfants. Et donc quand je suis rentrée de ce séjour à l'hôpital, je me suis bien rendu compte qu'en fait on pouvait pas m'accompagner. Et donc j'ai décidé à ce moment-là, puisque j'avais une ordonnance pour un fauteuil roulant, j'ai décidé de prendre ma guérison en main. J'ai pas dormi de la nuit, bien évidemment, puisque mon mari m'avait dit j'irai chercher le fauteuil roulant, et j'ai décidé à ce moment-là, dans la nuit, j'ai réfléchi, ben voilà, puisque on peut pas t'accompagner, on peut pas t'aider à guérir, qui peut le faire? Et là, la réponse est arrivée immédiatement. Bien sûr, tu es la seule à pouvoir le faire. Et donc, quand mon mari s'est réveillé, je lui ai dit, ben voilà, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas combien de temps ça me prendra, je ne sais pas ce que je vais devoir faire, mais je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je me vois guérie. J'aimerais aussi, toi, que tu me vois guérie, plutôt que, parce que évidemment, vous imaginez sa peur. Lui, il me voyait tous les jours me dégrader. Oui, et bien sûr. Donc, bien sûr. lui, il avait une peur énorme de me D'accord. perdre. Et alors, qu'est-ce que Voilà. vous faites concrètement? Alors concrètement, Parce que là, la décision, on l'entend bien, hein, c'est une prise de conscience. Plutôt que d'être dans un fauteuil, je décide de tenir debout toute seule, hein, j'entends bien. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors tout d'abord, j'ai pris de la vitamine C à très forte dose. J'avais lu en fait un livre de Norman Cousins qui avait guéri de la spondylarthrite ankylosante alors qu'il était hospitalisé, et où il prenait énormément de vitamine C. Donc lui en intraveineuse, puisqu'aux États-Unis ça peut se faire en intraveineuse. Moi je les ai pris en fait en oral, oui. En poudre, 25 grammes par jour je prenais, sur les conseils d'un médecin qui m'a conseillé aussi de prendre de la vitamine D et de la vitamine E. Excusez-moi, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails, parce que Michel Odoul, rien que le fait de décider quelque part de guérir, ça provoque, j'imagine, un phénomène psychique. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, effectivement, déjà dans cette première partie du témoignage. C'est l'idée de « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans la pensée magique, mais que les idées et la pensée et la manière dont on se perçoit et se conçoit n'est pas quelque chose d'abstrait. Dans le corps, ça s'appuie sur des sécrétions hormonales et sur un certain nombre d'équilibres neurovégétatifs. Et qu'à partir du moment où, au plus profond de vous-même, ça n'est pas une décision simplement consciente et volontaire, il faut qu'il y ait eu un impact profond. C'est ce qu'on trouve dans toutes les rémissions spontanées des grandes maladies. Eh bien, il faut qu'il y ait une décision dans une sincérité, une vérité profonde. C'est-à-dire, c'est quelque chose au plus profond de nous-mêmes. C'est évident. C'est plus fort que nous. Et c'est souvent provoqué par ce que vous évoquez, vous, avec l'image du fauteuil roulant. C'est-à-dire par une image inverse qui est tellement insupportable pour nous que nous prenons le parti et que nous faisons le pari de décider enfin de vivre et de vivre la chose autrement. Ça a des conséquences au niveau structurel, hormonal, neurovégétatif. Et ça amène déjà un premier pas pour les libérations des fluides vitaux, etc. Ensuite, quand cette décision est accompagnée par le fait que vous décidez de dépasser simplement le stade de la pensée magique, pour en plus faire rentrer ça dans de quelle manière je vais aller chercher de l'info pour me soigner autrement, ça fait partie du deuxième ingrédient qui a été sans doute celui du fait que vous avez été capable de dépasser cette maladie parce que vous êtes allé chercher les infos. Et comme vous le montrez que quand on veut aller les chercher, elles sont disponibles, vous avez trouvé exactement quels étaient les éléments qui étaient ceux qui pouvaient vous aider et que la confiance que vous avez gardée dans votre démarche, ça a vraiment été l'engrais fondamental pour la réussite. Voilà, donc c'est un récit que vous racontez dans ce livre, Le jour où j'ai décidé de guérir. C'est aux éditions Bold. Si ça vous intéresse, c'est Nathalie Balassé. Je donne votre nom de famille, Nathalie, pour ceux qui auraient envie de trouver ce livre qui est disponible. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, on peut décider de devenir acteur de sa propre vie et de ne pas rester victime. Parce que malheureusement, les systèmes de pensée dans lesquels nous sommes, quand ça nous effleure l'esprit de dire mais je vais prendre les choses en main, nous obtenons souvent comme réponse que c'est impossible. Nous sommes confrontés aux peurs des autres, comme l'évoquait un peu Nathalie, même si son mari apparemment l'a accompagnée dans la démarche et le travail, et que par conséquent
lire ces témoignages, c'est se donner confiance dans sa capacité à gérer sa vie. Oui. Merci Nathalie et bravo en tout cas. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, pour le jouet qui a été testé et avec vos témoignages bien sûr sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. En compagnie de Michel Odoul, nous allons parler du désir et du corps, source de désir. Je le disais tout à l'heure en introduction, dans votre livre, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux aux éditions Albin Michel, vous parlez aussi du désir, c'est les 5 justes efforts. Oui. Alors, pourquoi je parle du corps, source de désir? Parce que bon, c'est vrai que quand on évoque le désir, on ne sait pas très bien d'où il vient. On ne sait pas du tout si c'est... et je trouve que parfois, quand on revient au corps, on peut faire renaître le désir. Et c'est un peu le propos de mon Love Conseil, parce qu'on attend un peu trop que ça vienne du cerveau. Et on voit bien que les personnes qui sont très corporelles, c'est-à-dire qui sont bien dans leur corps, on le voit par exemple notamment chez les sportifs, ils ont souvent moins de panne de désir que les grands intellectuels, par exemple. Bon, encore une fois, c'est une généralité, mais vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais c'est-à-dire que le désir, on peut éventuellement dire que la source du désir, c'est le cerveau, mais c'est pas le cortex, c'est le cerveau limbique, c'est-à-dire c'est le cerveau chaud, c'est le cerveau... Ou même reptilien, parce que c'est la pulsion aussi, le désir. Oui, mais dans le reptilien, il y a plutôt des pulsions vie-mort, survie, etc. Donc à un moment donné, ça a effectivement un lien avec ça. Mais le désir est effectivement, si j'ose dire, et sans faire de mauvais jeu de mots, une pulsion verticale, et qui, à des moments donnés, peut se réaliser effectivement dans l'horizontale, dans la pratique, et que, un petit peu comme dans les thérapeutiques par le rire, normalement c'est la joie qui procure le rire, mais travailler physiquement le rire peut conduire à la joie. C'est-à-dire que voilà, c'est une interaction, et c'est une bonne équipe d'ailleurs, le corps et l'esprit. Ouais, alors donc si vous voulez retrouver votre désir, il faut écouter plus votre corps. Et c'est là où on voit que le moindre émoi sexuel, si je puis dire, par exemple un début d'érection, ça explique bien que les hommes sont souvent moins en panne de désir parce que justement ils ont des effets plus visibles que nous, parce que nous il faut aller chercher pour voir si ça mouille ou si ça mouille pas. Bref, en tout cas la moindre petite excitation, la moindre petite envie, le moindre petit moment de joie qui serait dû à du désir, sachez l'accueillir parce que c'est ces petites manifestations d'envie qui peuvent alimenter notre libido et puis occupez-vous un peu plus de votre corps parce que c'est ça aussi qui permet de se reconnecter à son désir. Moi je suis toujours assez surprise de voir les gens qui prennent une douche de manière très rapide et machinale comme si c'était très opérationnel et ça devrait être un moment de plaisir de se laver. Oui, ou presque de la perte de temps. Oui, il faut aller vite. Mais c'est ce que je mets justement dans mon livre à des moments donnés, dans les conseils que je donne, c'est à la fois le coucher et à la fois le lever qui sont des moments clés. Reprenons contact avec notre corps et caressons-le. Exactement. Donc visualisez mieux votre corps et puis n'hésitez pas à repenser à des moments qui ont été des moments forts d'excitation ou de désir ou même des moments sexuels torrides. Parce que le désir, il est toujours là. Il a jamais complètement disparu, sauf que parfois, il y a un monticule de pensées, de tabous, d'inhibitions qui sont dessus. Et c'est pour ça que c'est important. Et je dis que c'est beaucoup plus facile quand même de revenir au corps plutôt que de revenir par la pensée pour retrouver le désir. Oui, parce que la pensée assèche. Et oui, si c'est sec, c'est pas bon. On continue avec Emma, justement, qui a testé pour nous ce jouet qui s'appelle le Vancourt Loli Noir de Body Wang. Dites donc, j'ai tout dit, et on le retrouve sur ruedesplaisirs.com. Bonjour Emma. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors c'est assez beau, c'est un gros micro. Ouais, c'est un bel objet. Mais ça fait un peu peur moi je suis pas tellement habituée aux jouets, j'en avais qu'un. Mais c'est vrai que... Non, il faut pas le rentrer dans le vagin, je vous rassure Emma, c'était pas ça le but. Non mais il est quand même gros prédominant. Vraiment. Il tient en main, oui, ça je vous l'accorde. Et comme j'ai des petites mains, je me posais des questions au départ, mais finalement il est vraiment très très efficace.
Ça masse vraiment tout le corps, comme ils disent, et presque plus, apparemment, et c'est hyper rapide comme sensation. Donc la tête, elle est en silicone, elle est très douce, elle est souple. Oui, c'est un très 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 beau jouet. Hein. C'est vraiment un jouet de haute qualité. Il est relativement cher, hein, cela dit, ce qui explique. Enfin, vous, c'est un cadeau évidemment. Alors le principe des wands, c'est que en fait, c'est une grosse vibration du micro, hein, justement, une sorte de grosse boule, et ça fait donc vibrer toute la vulve et évidemment le clitoris. Ah oui, et puis c'est vraiment très très rapide. Enfin, pour moi, c'était vraiment fulgurant. Hein. Alors j'avais peur au départ de pouvoir de pas pouvoir le tenir. En fait, on le pose simplement, et puis sans appuyer d'ailleurs. Hein, c'est important de pas trop appuyer parce que sinon ça devient en effet un peu intense. Ouais, c'est vraiment très très intense. Il y a 5 modes de vibration, très intense. Faut vraiment baisser. Il y a 3 vitesses de vibration pour chaque mode, et il faut baisser parce que c'est presque trop, quoi. Mais super efficace, quoi. Vraiment, alors là, j'étais surprise. J'avais un petit peu d'a priori, mais franchement, c'est un bel objet et très efficace. D'accord. Bon, bah écoutez, je suppose que la note est bonne alors. Oui, je vais donner 8 ou 9, enfin voilà. Comme vous voulez, c'est vous qui dites. C'est comme vous voulez. Bon, en tout cas, ce wand court Loli Noir Body Wand, vous le retrouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et bien, vous avez compris, il est efficace pour obtenir sa jouissance. Merci Emma. Merci à vous. Bonne journée. Et on vous le laisse évidemment. Demain, nous serons avec Sophie Cadalen et on reviendra sur les cadeaux. Pourquoi ils sont si révélateurs? Quelle est la symbolique des cadeaux? Vous préférez les recevoir ou les offrir J'adore les recevoir. Ah bah oui, bah voilà. Vous savez que c'est intéressant parce que moi aussi j'adore les recevoir, peut-être plus que les offrir, mais c'est assez rare. Généralement, j'ai la réponse inverse. Ah oui. Et oui. Quand je pose cette question, j'ai pratiquement toujours des gens qui me disent qu'ils préfèrent offrir. Ah oui, non, moi j'adore recevoir. On est bien dans notre peau, c'est très ça enfant, oui, mais voilà, il faut l'accueillir comme tel, oui, bien sûr. Ce sera notre sujet de demain avec Sophie Cadalen, voilà. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurence. Alors vous avez une toux chronique depuis 3 ans. C'est ça, oui. Oui, j'ai donc cette toux qui persiste depuis 3 ans et il n'y a rien y fait, quoi. Donc ils ont essayé plusieurs traitements et je rejette tout. C'est ça. Quand vous dites que vous rejetez, c'est-à-dire votre corps rejette? Oui, les médicaments, oui. Que ce soit pour l'asthme, ils ont essayé de voir de l'allergie, j'ai rejeté. Les IPP, j'ai rejeté. Enfin, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas que les médicaments, puisque la toux est rejetée, justement. Oui, aussi, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui vous irrite? Beaucoup de monde. Mais encore. 3 ans, hein, donc on remonte, 2020. Vous avez... Oui. Ça vous dit quoi? Ça me dit, j'ai eu aussi la ménopause à l'époque et j'ai assez mal accepté. J'ai eu ma sœur qui est malade, donc je pense que tout ça fait que, voilà. Vous savez, les poumons et donc ce que sont les bronches et la gorge. Oui. Ce sont des zones corporelles très particulières, c'est celles qui nous permettent la respiration, c'est-à-dire c'est celles qui nous permettent d'exister, de vivre parce que nous assimilons l'oxygène. Quand on veut étendre la logique de ça et de façon un peu plus symbolique, c'est en fait ce qui nous permet de nous nourrir de ce qui vient du ciel. C'est-à-dire les champs du subtil, et ce qui est en même temps ce qui gère la peau dans le corps, c'est-à-dire qui gère la capacité à poser les limites, à poser les risques d'invasion et d'intrusion. Il y a 2 causes fondamentales derrière la toux. Il peut y avoir soit une cause qui est liée à un allergène ou à un agresseur, quelque chose qui est rentré dans notre poumon, venant de l'extérieur, tout comme il peut y avoir aussi des petites remontées acides au niveau de l'estomac qui viennent au niveau de la gorge irritée. Oui. J'ai essayé les 2. Hein. Et les IPP aussi, pareil, ça n'a fait aucun résultat. Et en plus, je les supportais pas du tout, quoi. J'ai mon mot de tête. Laurence, Oui.
Vous avez la démonstration, vous l'avez senti vous-même, c'est que quand vous essayez de traiter la chose en faisant taire ou en agissant par l'extérieur, ça ne vous satisfait pas, ça vous insupporte et vous le rejetez. Et que par conséquent, la réponse, elle est surtout dans l'interne. Et il y a deux choses majeures qui sont arrivées dans votre vie, dans ce moment-là, dans l'interne. Un, c'est un changement d'état et de statut. Et deux, c'est ce qui touche votre sœur. Donc on est réellement dans des choses qui touchent vous dans votre féminin. Et donc, qu'est-ce que la ménopause signifie et représente pour vous? Qu'est-ce que vous ne serez plus dans la possibilité d'être? Et quel est en même temps le rôle que vous devez prendre par rapport à elle? Qu'est-ce que vous avez envie de cracher? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de crier? De l'air? Laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. Oui, je crois que c'est important que vous puissiez exprimer ce que quelque part votre tout exprime, hein, tout simplement. J'ai exprimé, mais ce qui n'allait pas. Et malgré tout, ça continue à... Je continue à couper, quoi. Peut-être que vous ne l'avez pas exprimé assez fort, hein, tout simplement. Ah oui, peut-être, oui. Ou pas suffisamment quantitativement parlant. Hein, donc, alors, il y a bien entendu le fait que vous pouvez vous faire aider par un acupuncteur, par exemple. Vous pouvez vous faire aider par un praticien shiatsu, vous faire aider par quelqu'un qui travaille en tout cas sur les dimensions énergétiques, parce que l'énergie des poumons et l'énergie complémentaire des poumons, qui est aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le gros intestin, c'est-à-dire ce qui nous permet d'évacuer un certain nombre de choses, qui vont sans doute vous permettre de vous aider sur ce plan-là. Et que parallèlement à ça, sinon, vous pouvez aussi faire un travail qui est un travail symbolique, dans lequel vous allez peut-être prendre une feuille de papier et puis écrire un petit peu tout ce que vous avez à l'intérieur et que vous avez envie de faire sortir, et que vous vous interdisez de faire sortir, ou pour lesquels vous avez de la culpabilité à les exprimer. En fait, culpabilité, non, j'ai pas, parce que j'exprime assez bien mes ressentis et ce que je n'accepte pas, mais... Vous accepteriez de dire sans aucune culpabilité que votre sœur, elle vous les casse? Oui, je lui ai dit. Hein. Vous lui avez dit? Oui. Et vous n'avez eu aucun sentiment de culpabilité derrière? Non. Mais par contre, vous avez un peu toussé? Oui. Ben voilà. Oui, parce que vous savez, la culpabilité, ça peut être un sentiment très inconscient. Hein. Oui. Et en même temps, Laurence, on peut entendre tout à fait que ce soit bien sûr, vous avez besoin de vous aussi, surtout d'abord. Hein. Et peut-être que vous en faites trop pour elle, et que quelque part, vous avez peut-être la possibilité de lâcher un peu et de la laisser un peu se débrouiller. Il ne faut pas vous sentir non plus obligé. Si je vous parle d'enfant, qu'est-ce que vous dites? Si on parle d'enfant, c'est-à-dire? Oui. Si je vous dis le mot enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Enfant, ça veut dire quelqu'un qui a besoin d'être soigné, d'être éduqué. Soigné? Quelqu'un qui a besoin d'être soigné? Pourquoi? L'enfant, c'est éduqué, soigné, c'est intéressant ça. C'est toujours malade, un enfant? Vous voyez, c'est intéressant ce que vous venez de dire, puisque on parle de votre sœur, on vous parle d'enfant et vous parlez de soigner. Donc, vous voyez la responsabilité que vous vous mettez? Vous n'êtes pas la mère de votre sœur. Hein. Vous voyez ce qu'on veut dire, Laurence? Oui. Bon. Je crois que c'est important que vous puissiez avancer là-dessus et lâcher un peu. Bien sûr. C'est pas à vous de la porter. Merci. Mais je vous en prie, Laurence. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. On va faire une petite pause et puis on va conclure avec Jessica qui est avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va conclure, Michel Odoul, avec Jessica qui nous appelle. Bonjour Jessica. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour Jessica. Merci d'être avec nous. Alors vous avez une tendinite au trapèze droit. Oui, tout à fait. Mais encore. Depuis le mois de juin, j'ai eu un accident de voiture. J'ai une personne qui, au lieu d'aller en avant à un stop, est partie en marche arrière. Donc je l'ai très bien vu me rentrer dedans. Et au début, j'ai cru que c'était un simple petit torticolis. Et il s'avère qu'à chaque mouvement, ça s'inflamme et je n'arrive pas à la faire passer.
Donc voilà, à savoir que j'ai déjà eu un problème d'épaule en 2015 avec un accident de voiture aussi où quelqu'un m'a percuté, m'a rentré dedans, m'a coupé la route et ça m'avait créé aussi une tendinite. Bon là j'avais une opération, c'était beaucoup plus conséquent et donc 2015, 2022, même scénario. 7 ans après. Oui, voilà. Oh, la cyclique des 7 ans, elle n'est pas une cyclique neutre, hein, la répétition du traumatisme dans des circonstances équivalentes, c'est-à-dire accident de voiture, n'est pas neutre non plus, et la localisation physique n'est pas neutre non plus. Tout à fait. Et la même si pourtant, et là je le dis pas pour vous, hein, Jessica, je le dis pour ceux qui nous écoutent, même si là, en l'occurrence, a priori, vous n'y êtes absolument pour rien, puisque c'est pas vous qui êtes en tort. Hein. Non, les deux fois. Mais bon, après, c'était voilà. En 2015, c'était le côté gauche, par contre, et là, c'est le côté droit. Ah ben voilà, vous avez fait la totale maintenant. Voilà, on équilibre les deux polarités. Oui, c'est ça. Mais sur le plan de la mécanique, là, à nouveau, c'est toujours un peu le même conseil. C'est, vous savez, ce qui se passe au niveau de l'épaule n'est pas obligatoirement généré par quelque chose qui est au niveau de l'épaule. Et vous l'avez même évoqué indirectement en parlant du coup du lapin ou en parlant de la nuque, etc. Il faut savoir que énormément de douleurs au niveau des épaules ou des bras trouvent une origine dans une problématique et une tension au niveau cervical. Oui. En revanche, la zone du corps qui fait mal, c'est celle qui est parlante. C'est-à-dire que même s'il y a eu un déplacement vertébral, et je pense qu'il y a eu une subluxation vertébrale du haut choc, la manifestation se passe au niveau de l'épaule. Et dans le corps, l'épaule, c'est représentatif des contraintes ou des empêchements à être ou à agir qui viennent du monde extérieur, qui viennent des autres, qui fait que nous pensons que nous n'avons pas les moyens, ou qu'on ne nous donne pas les moyens, ou qu'on nous empêche, ou qu'on nous oblige. Et cette latéralité droite, elle est en lien plutôt avec la dynamique yin, avec la symbolique féminine, avec la symbolique, alors, soit la symbolique directe, féminine, maternelle, maternante, ou etc., soit avec les symboliques sociales ou sociétales, c'est-à-dire le travail, l'entreprise, le contexte familial dans lequel on se situe. D'accord. Et à chaque fois, il y avait un lien avec le travail. Il y avait un lien avec le travail. 2015, j'allais au travail, je repartais à ma coupure au travail, et là, je finissais ma journée de travail. Oui, et donc, seriez-vous par exemple quelqu'un qui a plutôt tendance à s'identifier à travers ce qu'il fait ? J'aime. Il faut que, tout ce que je fais, il faut que j'y prenne plaisir. Sinon, je me lève pas le matin. Là, vous voyez, je suis à mon compte. Oui. J'ai créé ma pension féline. Je fais pension féline, communication animale, tout ça. J'aime beaucoup les animaux. Ils m'ont beaucoup appris. Mais à côté, on a fait le choix de faire une petite pension pour bien prendre soin d'eux. Et on a toujours su que j'aurais besoin de trouver un petit complément de salaire. Oui. Chose de faite. Et là, je viens de trouver un mi-temps en tant que femme de ménage dans les résidences. Et c'est vrai que j'aime bien que les choses soient bien faites. Oui. Mais dans n'importe quel domaine professionnel, il faut que sinon je me lève pas, je reste chez moi, j'ai plein de choses à faire chez moi. Oui, dans n'importe quel domaine, mais pourquoi vous occupez-vous des animaux ? Parce que depuis toute petite, comme beaucoup de petites filles, j'ai été passionnée. Oui, comme beau, oui. et après, je m'y sens à l'aise. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que à mes yeux, il n'y a pas spécialement de dualité, il n'y a pas de faux semblants. Exactement. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotions mal placées. Il y a beaucoup de sentiments, mais il n'y a pas d'ambivalence. Voilà, il n'y a pas d'émotions mal placées, c'est pur, c'est fluide, c'est du... Voilà, ça passe pas, ça triche pas. Et puis on y est bien, quoi. Enfin, ils sont apaisants. Et ils nous font beaucoup nous ramener vers nous-mêmes pour faire un travail en nous-mêmes. Oui. Ce sont des grands, à mes yeux, des grands enseignants pour travailler sur soi-même. Oui. Et qu'est-ce qui vous empêche de vivre et d'accepter votre dimension femme ? Alors, c'est bien pour ça que j'ai voulu vous joindre aujourd'hui. Vous êtes sûr ? Parce que j'ai beaucoup de mal à aller voir au plus profond de moi. Il faut que tout pète pour qu'enfin je me dise ah oui. Et là, c'est vrai que j'ai besoin d'un coup de main parce que je ne comprends pas.
Il faut Pourquoi tout simplement que vous vous donniez la possibilité de mettre autant d'intensité, d'exigence et d'excellence dans le fait de vous occuper de vous. Il y a au plus profond de vous une petite fille qui a besoin qu'on la prenne dans ses bras, ça lui libérera les épaules. Oui, et puis c'est intéressant parce que vous vous occupez d'animaux, et puis si j'ai bien compris, vous vous occupez de personnes fragiles, hein, en tout cas que vous pouvez materner. Oui, et pour moi, c'est du service. Quand je fais les ménages dans les résidences, tout ça, Oui, c'est bien du sûr. bien-être. Vous apportez du bien-être à des gens qui sont fragiles, hein, Après, ils sont pas tous fragiles. Là, c'est dans certaines résidences, mais oui, je suis déjà des fois amenée à travailler pour des personnes en difficulté. Bien sûr. Faut peut-être juste un tout petit peu continuer, bien sûr, à donner aux autres. Hein. C'est formidable, mais peut-être un tout petit peu plus à vous. Identifier la zone de l'âme qui a été blessée chez la petite fille, quel est le manque qu'elle a eu. D'accord. Ouais, il faut repartir. Moi, je faisais un petit peu. C'était plus le côté de maternelle, j'avais bien compris, mais je pensais que c'était moi grande, en fait, en ma place de femme, de mère. Mais il faut que je redescende encore vraiment sur. Elles sur sont la le résultat de ce que la petite fille a vu, a engrangé et a vécu. C'est-à-dire que la petite fille qui a certainement pas été suffisamment accueillie dans sa grande sensibilité et dans sa sécurité affective fait que la femme que vous êtes aujourd'hui est un peu sur la défensive. Oui. Et qui a eu l'impression. Et quand on vous rentre dedans, ça fait mal. Voilà. Et qui a eu l'impression que, malheureusement, dans la relation qui était la relation émotionnelle et affective, il y avait toujours des enjeux. Oui, oui. C'est pas comme on est, c'est comme on voudrait que les autres. La plupart du temps, les gens aiment. Il faut devenir ce qu'ils ont envie qu'on soit, en fait. C'est pas vrai. Ça, c'est votre croyance. Voilà. C'est une croyance, ça, Jessica. En tout cas, ne fréquentez pas ces gens-là. Il y en a d'autres. Si vous êtes vous-même, vous rencontrerez d'autres personnes et qui vous aimeront pour ce que vous êtes. Mais si vous gardez le masque tout le temps, forcément, vous rencontrez des gens qui aiment Jessica masquée. Vous allez rencontrer des gens qui vous rentrent dedans. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, Jessica, bonne route. Hein. Oui, oui, c'est le cas de le dire. Hein. De ne pas avoir un accident de voiture, ça serait bien. Non, mais non, c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est juste qu'il y a un clin d'œil symbolique à prendre en compte là. Ah oui, tout à fait. Et voilà, mais déjà si vous êtes là et que vous posez la question, c'est qu'il y a là une partie du chemin qui a déjà commencé à se faire. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont radicalement à changer dans ce que vous êtes et ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Il y a juste une place qui est un petit peu plus à occuper et c'est la vôtre. Voilà. Et je suis bien d'accord, qu'est-ce qu'on est bien avec les animaux. Merci Jessica, en tout cas, merci beaucoup. Eh bien, il est temps de conclure, Michel Odoul. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. Votre livre, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, est ressorti, amélioré, avec les nombreuses maladies auto-immunes d'aujourd'hui. C'est toujours bien sûr aux éditions Albin Michel. Et vraiment, je vous invite si vous ne l'avez pas encore lu et que vous posez des questions, vous avez énormément de réponses dans ce livre. Évidemment, c'est pas la même chose que de parler en direct avec Michel Odoul, mais il revient très vite de toute façon dans cette émission. Demain, on se fait des cadeaux avec Sophie Cadalen et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir.